Alors déjà, quête de sens et contribution au monde, l'apport de l'approche existentielle. J'avais déjà au moins envie de voilà, commencer par vous dire qu'est-ce que je fais là, vous parlez de ça ce soir. Pourquoi l'approche existentielle, elle m'a guidée. Donc, je m'appelle Élise Agostino et c'est des questionnements qui m'habitent depuis aussi loin que ma mémoire me porte, avec vraiment un questionnement sur ma place dans le monde, des questionnements existentiels qui étaient tout de suite assez reliés en fait à la question de la course du monde, de l'état du monde, avec une espèce de, voilà, d'appel à relier ces interrogations que j'avais pour moi-même avec cette sensation qu'il fallait faire quelque chose quelque part. Et ce qui a mené dans un premier pan de carrière à finalement prendre la forme d'engagement militant, citoyen, donc avec des projets de chargé de mission, chargé de projet, dans des ONG, des associations en France, à l'international, en tant que public aussi, sur des thématiques assez variées de la migration, de la santé, de la culture, du social. Et puis, il y a un moment où cette question, cette prise de conscience qu'on était à un moment charnière de l'histoire, dans ce moment de bascule, d'évolution très fort, est devenue centrale pour moi. Et j'ai ressenti cet appel à me concentrer là-dessus et à me dire, il y a forcément un lien entre toutes ces quêtes de sens dont on parle, ces quêtes de sens qui m'ont habité et que je retrouve voilà, dans mes rencontres, et ce moment qu'on traverse tous ensemble, et qu'est-ce qu'on peut bien faire de ça. Et donc, j'ai eu besoin de m'outiller, parce que voilà, j'avais besoin de support pour ça. Et je suis tombée effectivement sur l'approche existentielle, qui est venue apporter à la fois un outillage intellectuel, mais surtout aussi, et c'est ce dont on va parler, un outillage pour vivre ces enjeux-là, pouvoir les traduire concrètement dans la vie et aussi pouvoir accompagner. Donc ça s'est transformé de mes propres questionnements à ma vocation de vouloir participer en fait à soutenir les transformations, participer à la transition. Et je l'ai mis en œuvre en créant effectivement mon activité qui s'appelle En Expansion, qui fait référence à cette expansion de conscience ou à l'idée de grandir en humanité qui m'est chère, où je propose des accompagnements donc qui prennent de la forme de thérapie ou de coaching et des formations en ligne sur ces sujets dont on va parler ce soir. L'intention que j'ai avec vous ce soir, alors c'est un sujet qui est vraiment vaste, donc je vais essayer voilà, de le centrer, c'est déjà quelle est la pertinence de relier les enjeux mondiaux et la quête de sens aujourd'hui à travers effectivement cette grille de lecture qui sera la mienne ce soir, l'approche existentielle, qui est une voie à la fois philosophique, mais incarnée, une voie de questionnement profond. Donc, elle ne propose pas de méthode et de protocole, mais elle ouvre des voies, elle ouvre des possibles pour faire émerger ensuite nos propres réponses et nos pistes d'action pour nos vies, nos projets, nos collectifs. Et le but, c'est de pouvoir s'appuyer sur certains principes, voilà, un certain chemin pour à la fois éclairer notre époque, ce qu'on traverse ensemble, faire le lien avec nos questionnements individuels et pouvoir, dans une deuxième partie d'intervention, identifier plus précisément comment est-ce qu'on peut faire pour voilà, euh, euh, trouver des voies qui sont porteuses de sens dans nos vies pour nos projets. Et ce que j'espère arriver à vous transmettre, c'est toute la fraîcheur, en fait, toute l'inspiration que j'ai trouvée dans cette approche, notamment parce que je l'ai trouvée très optimiste quelque part, tout en étant lucide, créative, et quelque part nous redonne cette capacité d'agir, ou quand parfois on peut se sentir assez impuissant. Donc, sans vous noyer dans les infos, je voudrais quand même assez brièvement vous donner quelques éléments sur ce qu'est l'approche existentielle, quelle est sa lecture des crises de sens et des crises de société qu'on traverse, quelques principes qui peuvent nous aider à mieux lire l'époque et nous penser dans cette époque, et ensuite, voilà, pouvoir préciser quelle voie on peut suivre pour trouver des réponses qui nous sont propres. L'approche existentielle, quand je parle de ça, en fait, je fais référence à quoi? C'est l'articulation d'un courant de pensée, donc la philosophie existentielle, qui, elle, a émergé au 19e, au 20e siècle, notamment avec des penseurs les plus connus comme Nietzsche, Kierkegaard, Sartre, Heidegger, etc. Et des praticiens, en fait, de thérapie existentielle. Donc, j'ai mis au pluriel parce qu'il y a plusieurs thérapies existentielles
au XXe et au XXIe siècle, comme Karl Jaspers, des proches de Jung qui étaient suisses, Binswanger et Boss, Irving Yalom, pour ceux qui connaissent peut-être, qui est le plus connu aux États-Unis parce qu'il écrit des romans sur ces sujets, et Viktor Frankl, dont on va reparler plus précisément ce soir. Et en fait, cette approche, elle s'inscrit dans une histoire, une tradition de la philosophie, des questionnements humains, avec vraiment une volonté de philosophie appliquée, cette quête en fait de la vie bonne et de la sagesse. Et ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il n'y a pas une théorie unique. C'est une constellation d'auteurs, c'est une constellation de praticiens, mais par contre, ils ont des thèmes communs et une vision commune, et c'est là-dessus que j'ai pu se revenir. Et ce que je trouvais intéressant, justement, pourquoi je vous en parle ce soir, c'est parce que c'est une pratique qui est complémentaire aux autres, elle ne se pense pas en opposition, et donc elle peut tout à fait ensuite s'intégrer à vous, vos pratiques, vos réflexions, pardon, vos démarches, et de manière intégrative, quoi. Si je devais résumer, ce que je trouve vraiment essentiel de retenir de cette approche, c'est que c'est une philosophie qui est vivante, dont la vocation, c'est vraiment de pouvoir vivre ce chemin-là et de participer au monde. Donc, on voit bien que dès le fondement, en fait, la question de la participation au monde, elle est présente. C'est une approche qui relie l'individuel, comme disait Joanne, et le collectif, et une approche qui est holistique, dans le sens où elle va intégrer les différentes dimensions de l'être, et elle nous invite à penser autant l'être que l'agir. Elle ne propose pas de méthodologie propre, c'est une voie de questionnement qui nous permet d'aller dans les profondeurs, de créer de l'espace, de gagner en clarté, en discernement, pour ensuite faire émerger des nouvelles voies, des voies alternatives, des voies d'évolution pour nos vies. Elle s'appuie sur un certain nombre de principes, et moi j'ai sélectionné ce soir ceux que je trouvais qui avaient le plus de pertinence et de sens justement par rapport à cette époque qu'on traverse et nos questionnements et nos quêtes de sens. Notamment la question des limites et des enjeux existentiels communs, la responsabilité, nos quêtes de sens, la créativité, et cette idée en fait de pouvoir agir au présent au service d'un futur enviable et souhaitable. Donc les dimensions de l'existence dont je parlais, c'est des dimensions qui sont physiques, donc on va intégrer le corps, les ressentis, les émotions, la réalité concrète matérielle. La dimension intérieure, donc psychique, la connaissance de nous-mêmes, notre rapport à notre intériorité. La dimension relationnelle, la qualité de nos liens et de nos cercles d'appartenance. Et la dimension spirituelle. Et donc, je voudrais préciser ce qu'on entend par là, par spirituel. Dans la conception de l'approche existentielle, en fait, la dimension spirituelle, c'est toute dimension qui fait référence à ce dont on euh, s'inscrit en fait, pardon, dans quelque chose de plus grand que soi. Et ça peut être effectivement la foi, mais ça fait référence en fait à tout ce qui nous dépasse quelque part, tout ce dont on s'implique. Et donc ça intègre autant la foi que nos valeurs, nos idéaux, nos rêves, notre éthique, le projet qu'on peut avoir pour le monde, pour l'humanité, pour nos vies, notre lien à la nature, à la planète, et pour ceux qui ont cette sensibilité à l'univers, avec cette idée finalement d'interdépendance et d'appartenance au tout. Elle s'appuie, cette approche, du coup, sur des enjeux existentiels communs. C'est ça qui relie les différents penseurs et praticiens. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse à ce qu'on a en partage en tant qu'humanité. Et c'est là que je trouve qu'il y a vraiment un lien avec ce dont on parle ce soir. C'est que ce qu'on a en partage, donc il y a des thèmes humains comme la liberté, la responsabilité, la quête de sens et la finitude, donc la mortalité, comment ces enjeux ils viennent impacter nos vies et nos questionnements. Et en fait, en me formant là-dessus, en apprenant ces enjeux-là, je me suis dit, mais c'est évident qu'aujourd'hui, on est confronté quelque part à un autre enjeu existentiel partagé, qui est celui de notre survie en tant qu'espèce, et dans ce contexte qui est particulièrement mouvementé. Alors, je ne sais pas si c'est un nouvel enjeu existentiel ou plutôt une déclinaison voilà, des autres, mais ça m'a semblé vraiment intéressant de pouvoir le nommer en tant que tel. Aujourd'hui, on se trouve dans un moment, comme je disais en introduction, que je trouve vraiment
fascinant, il est historique, c'est un moment de transition où les crises s'articulent entre elles, que ce soit écologiques, géopolitiques, économiques, sociales, humaines, avec des phénomènes d'accélération, une augmentation du niveau d'incertitude, de complexité. Et tout ça, en fait, ça provoque en partie, hein, pas que, mais ça provoque aussi des pertes de repères, notamment parce qu'il y a un affaiblissement parallèle des anciens référentiels de valeurs collectives, qu'ils soient politiques, religieux, traditions. Et donc cette perte de repères, dans un moment où le monde est de plus en plus complexe, incertain, qui va vite, avec des crises qui se rajoutent et s'empilent, il y a ce phénomène de perte de repères et donc de quête de sens qui devient très prégnant. Et c'est donc tout à fait logique, avec des interrogations sur nos valeurs et nos modes de vie. Mais ce que je voulais dire, c'est, pour être pas totalement déprimante, c'est que oui, il se passe tout ça, mais aussi en même temps, il y a des émergences. Il y a des nouvelles pratiques qui émergent, des manières d'être et d'agir, des coopérations, des synergies, et en fait, ce que j'appelle un mouvement de fond, donc un changement culturel qui nous amène finalement à pouvoir imaginer une alternative. Et la question devient alors, à quoi est-ce que je participe? À quoi est-ce qu'on souhaite participer? Qu'est-ce qu'on favorise comme manière d'être, comme priorité, comme projet en fait? Vers où on a envie d'aller? Et l'approche existentielle, elle s'inscrit en fait directement en réponse à ces enjeux du monde. Elle est une lecture, elle propose une lecture de la société où elle articule en fait les mutations du monde et nos crises existentielles. Donc on voit que dès le départ, le lien à ce que traverse le monde est déjà en fait intégré. Et ça s'est pensé, ça s'est construit en critique des excès, on peut parler des ombres aujourd'hui, mais des excès des modes de vie contemporains, que ce soit la consommation de masse, le dépassement de nos limites, les dogmatismes, les phénomènes de chosification, c'est-à-dire où les personnes ne sont plus sujets, mais finalement ils subissent la course du monde, les rapports de domination et d'isolement. Ils appellent ça les névroses noétiques. Donc, noétique, c'est la dimension du sens, ou les névroses sociogènes, dans le sens où la société devient pathologique, dans le sens où elle nous malmène. Et ça me fait penser à ce thérapeute du trauma assez célèbre, Gabor Maté, qui a publié un livre récemment sur la culture, la nature toxique de notre culture collective. Donc on est vraiment sur le même genre de thématique. Et ça paraît donc logique, donc ça, c'est ce que dit cette approche, avec cette lecture, qu'il devient de plus en plus difficile de déterminer le sens de son existence, tant ça semble lié en fait avec la complexité du sens de notre direction collective. Euh, et ce qui donne lieu à des postures qui sont de survie ou de fuite, donc avec des attitudes qu'on peut voir assez court-termistes ou de déni, ou de fatalisme, dans le sens de, bon, bah, de toute façon, il n'y a plus rien à faire, ou de pensée unique. Donc, bon, bah, on a toujours fait comme ça, on va donc continuer. Ou alors, face à autant de crises et de risques, la tentation de la posture dogmatique avec une réponse simpliste et unitaire pour sauver tout le monde. Et évidemment, il va s'agir d'explorer d'autres voies. Et déjà, pour nous aider là-dedans, ce que l'approche existentielle, j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est elle nous parle directement de la lucidité, en fait, de faire face, de composer avec ce que le monde nous présente. Ils appellent ça donc la facticité. On va choisir en tenant compte du contexte et des limites. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est vraiment confronté à cette question des limites de nos ressources planétaires, de nos capacités humaines qui sont un peu, voilà, comme je disais, malmenées, de nos modèles, de nos modes de vie et peut-être même de nos niveaux de conscience. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que les limites, en fait, elles donnent justement du sens et de l'importance à nos choix, malgré l'incertitude. C'est le moment peut-être de relever le défi. Donc on voit bien avec ce qu'on a déjà pu commencer à se dire qu'il y a une interdépendance qui est vraiment directe entre l'individu, la société et la planète. Et Terre Morin qui est vraiment
un de mes maîtres à penser, parlait justement de ça dans son livre Pensée globale, que la société est en nous et que nous sommes dans la société. Donc dans ce sens-là, il y a forcément un impact des enjeux globaux sur nos trajectoires, d'où tous ces phénomènes de quête de sens aussi. Mais inversement, ça veut dire qu'il y a aussi un impact que nous pouvons avoir sur le collectif par nos actions, par nos manières d'être. Et en ça, je trouve ça assez réjouissant, puisqu'on peut reprendre conscience qu'on peut être acteur plutôt qu'objet du monde et être cet acteur de changement pour répondre à l'invitation que nous lançait Gandhi. Et donc ça peut être le moment de réajuster les trajectoires et de construire des alternatives. Et la question, elle devient vraiment, en prenant en compte en fait cette facticité du monde, quelle est notre marge de manœuvre? Et ça introduit du même coup la question de l'impact. C'est-à-dire que dans l'approche existentielle, nous sommes libres, non pas libres de tout ce qu'on veut faire, non, on est libre du sens qu'on veut donner. Mais par contre, cette liberté, elle implique forcément la notion d'impact et donc ce souci de qu'est-ce qu'on va créer, à quoi on va participer. Et tout l'enjeu de la démarche, en fait, existentielle et de ce cheminement, qu'il soit au niveau individuel ou collectif, ça va être de pouvoir poser de la conscience, en fait, pour pouvoir agir ensuite avec discernement, avec sagesse, avec l'idée qu'on est tous un petit peu solidairement responsables de ce qu'est l'humanité. Alors quand je dis ça, il ne s'agit pas de, voilà, de se surresponsabiliser et de voir ça comme un poids, mais plutôt comme une inspiration et une activation finalement de notre capacité d'agir et de tendre vers notre part, voilà, peut-être la plus élevée en tant que personne et que collectif. Et on voit là-dedans qu'il y a à la fois cette notion de responsabilité, mais il y a la question d'un élan en fait là-dedans. Et c'est vraiment très présent dans l'approche existentielle que la vie, elle est cet élan, cette force créatrice, cette volonté de puissance, comme disait Nietzsche. Et donc, cette vie créatrice, on peut s'en saisir quelque part pour donner vie à des projets, à de l'engagement, à de l'art, et nous dépasser, évoluer. Et peut-être qu'en ce moment, dans ce qu'on traverse, on est appelé justement à nous saisir de cette créativité et à passer ces caps de conscience, nous saisir de notre destin, justement. Et pour nous aider à passer ce cap, on peut s'appuyer, et il y a une dimension prospective là-dedans, sur nos visions, en fait, d'un futur qu'on souhaiterait, d'un futur souhaitable, dans le sens où on va se baser sur ce qu'on aimerait vivre individuellement et collectivement dans nos vies, pour pouvoir dès à présent, en fait, le préparer. Et quelque part, dès à présent, le faire vivre. C'est ça, c'est cette idée-là, moi, que je trouve vraiment, vraiment chouette. C'est qu'on peut déjà donner vie à ce futur vers lequel on a envie de tendre. Et c'est l'idée d'agir pour. Il y a une notion vraiment très forte de projet, en fait, dans cette approche. Et la personne qui s'est saisie le mieux de ce phénomène de quête de sens, c'est le psychiatre Viktor Frankl, qui a fondé la logothérapie, qui était autrichien, qui a survécu au camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a mis à l'épreuve quelque part son approche qu'il avait déjà développée, où il s'est vraiment rendu compte, et il en parle très bien dans le livre qu'il a fait connaître, mais que finalement, le sens comme force motrice de vie était essentiel. Et c'est pour ça qu'on parle de lui comme la troisième école viennoise de psychothérapie, à part Freud et Adler, parce que pour lui, c'était le cœur, en fait. Le sens, c'était le cœur. Et donc, il introduit cette dimension noétique du sens à l'articulation de la psychologie, de la philosophie et de la spiritualité. Et lui, ce qu'il dit vraiment, c'est que nous avons la possibilité de transcender les épreuves, d'aller au-delà des influences, au-delà des expériences d'adversité. Donc, il y a ce libre arbitre et il y a cette capacité d'autodépassement, en fait. Et je trouve que ça parle plutôt bien aussi de cette époque. Pardon, je suis allée un petit peu trop vite. Justement, où la crise, du coup, elle est pensée comme un catalyseur. La crise, elle est l'occasion du changement, comme disait
le philosophe Bruno Latour au moment du Covid. C'est peut-être l'occasion de rêver un nouveau monde, mais la crise, du coup, elle est ce moment pour réexaminer nos vies, nos modèles de société et peut-être pouvoir nous transformer, en tout cas grandir individuellement et collectivement. C'est l'occasion, l'appel en tout cas que Frankl il nous lance, c'est c'est un alignement en fait, c'est un alignement éthique, philosophique, spirituel pour pouvoir faire vivre nos valeurs et faire vivre des solutions. À l'échelle individuelle, à quoi ça ressemble? Est-ce que ce que je vis me permet d'incarner mes valeurs? Est-ce que ces valeurs d'ailleurs sont les miennes ou est-ce qu'elles sont héritées de mon entourage ou d'un modèle majoritaire? Et qu'est-ce que je souhaite conserver? Qu'est-ce que je souhaite ajouter? Qu'est-ce que je souhaite modifier? Et quels choix, quels modes de vie, quelles attitudes relationnelles, quels projets me permettent de bâtir le monde tel que je voudrais qu'il soit? Mais ça va au-delà du questionnement personnel, parce que la démarche, elle peut aussi se faire au niveau collectif. C'est-à-dire que ce que j'appelle moi le shadow work collectif, c'est d'aller voir un petit peu d'éclairer nos zones d'ombre collectivement. En fait, qu'est-ce qui nous a menés là? Dans notre histoire, et ça, je crois que la spirale dynamique, que je connais moins bien, mais vraiment revient là-dessus, nous a permis des progrès fantastiques. Mais aussi, dans nos fonctionnements et dans l'évolution de nos modes de vie et niveau de conscience, certains éléments nous ont menés ou ont contribué à nous mener dans le mur. Et donc, c'est vraiment pouvoir aller éclairer qu'est-ce qui a été les causes racines, qu'est-ce qui nous a menés là, pour pouvoir en lucidité ensuite le transcender et évoluer vers un monde plus harmonieux, plus durable. Et l'idée, en fait, là-dedans, c'est d'être dans une démarche de chercher un petit peu les antidotes aux crises que l'on traverse pour pouvoir participer à la solution et à la revitalisation de notre culture commune. Maintenant que je vous ai parlé de tout ça, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir aller plus concrètement sur comment on s'y prend quand on se questionne, quand on justement on se sent traversé par ces enjeux de quête de sens et d'aspiration pour le monde et d'envie de contribuer. Alors, comme je le disais au début en introduction, l'approche existentielle, c'est pas un protocole, c'est pas une méthode point par point. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est des éléments qui peuvent éclairés, qui peuvent être une voie voilà, pour cheminer sur ces questions. Et le premier élément qui est vraiment fondamental dans l'approche, c'est de pouvoir créer de l'espace, en fait. C'est de pouvoir, comme je dis souvent, sortir du tapis roulant de la vie pour pouvoir réoxygéner nos pensées, réoxygéner nos réflexions, sortir de l'accélération, sortir de la sursollicitation, du divertissement parfois, pour créer de la présence, créer de l'attention à l'intérieur et à l'extérieur, donc entrer en résonance, comme disait le philosophe Hartmut Rosa. C'est cette idée de pouvoir développer la présence à ce qui est, et donc notamment pouvoir développer notre capacité à être en présence à ce que ça nous fait vivre cet état du monde, même quand ça peut être inconfortable, même quand ça peut être douloureux. Donc là, je fais référence vraiment aux éco-émotions, l'éco-anxiété. Et donc, quand c'est vraiment trop difficile, les pratiques de régulation du système nerveux ou de pleine conscience peuvent nous aider. Mais ce que nous dit l'approche existentielle, c'est que justement, il y a quelque chose de très sain dans ce qu'on ressent en fait. Cette angoisse, cette anxiété, elle nous parle de quelque chose et notamment, ça peut être un appel à agir en fait. C'est un appel à entendre aussi et à intégrer. La première étape, c'est donc voilà, cet espace, cette attention à l'intérieur, ce ralentissement. Et la deuxième chose qui est fondamentale, c'est de pouvoir réintégrer euh, le corps, le cœur, c'est-à-dire nos émotions, nos ressentis, comme quelque chose de vraiment important. Parce que quelque part, c'est aussi dans cette coupure du ressenti et du corps, dans cette coupure au vivant, qui réside aussi une des problématiques qui a été ensuite problématique. Euh, En intégrant finalement, l'idée c'est qu'en réintégrant le corps, les émotions, le vécu, on participe aussi à réparer cette coupure qui s'est opérée entre nous, le vivant
et la nature, hein, le vivant au sens large, quoi. Donc vraiment, il y a cette invitation à pouvoir intégrer nos ressentis, dans le sens qu'ils peuvent nous aider comme une boussole à nous orienter vers ce que nous, on trouve juste, ce qu'on sent être la voie à suivre, quoi. Et donc, dans l'approche existentielle, ça a un nom, ça s'appelle la phénoménologie, dont on trouve directement les traces aujourd'hui dans les pratiques en fait de pleine conscience. C'est très proche, hein. C'est l'attention à ce qu'on ressent vraiment dans le présent. Et cette démarche dont je vais vous parler, qui est une démarche d'exploration, on peut la faire soi, et je vais essayer de donner un certain nombre d'éléments pour déjà pouvoir commencer à avancer. On peut aussi la faire accompagner. Et elle part du principe que le monde extérieur, il devient plus porteur de sens quand la réalité interne, elle est respectée, quand on fait vivre en fait ce qui compte et qu'on avance dans la direction de ce en quoi on croit. Et donc pour pouvoir atteindre ça, pour pouvoir faire vivre ça, on va aller éclairer, hein, j'appelle ça éclairer, mettre en lumière un certain nombre d'éléments, et c'est au carrefour en fait de ces différents éléments que peuvent ensuite émerger nos réponses, nos propres réponses en fait. Et c'est ça qu'on va aller voir maintenant. Donc je vais y revenir, mais donc il y a en partie pouvoir clarifier en fait ses valeurs, s'appuyer sur son histoire, sa singularité, s'appuyer sur ses talents, mais aussi déconstruire le rapport à la norme, au conditionnement, à nos croyances, clarifier nos aspirations, qu'est-ce qu'on trouve d'important dans le monde, et pouvoir, voilà, à la rencontre de tous ces éléments, pouvoir digérer ça, processer ça, pour pouvoir ensuite s'aligner et incarner ça dans nos vies, dans nos projets. Pour ceux qui sont plus familiers avec ces termes, en fait, ce dont je parle, c'est vraiment très proche du processus d'individuation, le cheminement d'intégration, de déconstruction. C'est un chemin en fait d'approfondissement intérieur. Donc qui implique aussi de l'introspection, qui implique un peu d'aller plonger, mais pas forcément pour rester en soi-même, hein. La vocation, elle est bien ensuite de pouvoir s'aligner et contribuer, extérioriser tout ça. Et donc la démarche, elle va vraiment être de pouvoir contacter euh, l'être authentique. La notion d'authenticité est très présente dans l'approche existentielle, d'aller contacter ce qui est vraiment authentique pour soi. Et authentique, qu'est-ce que ça veut dire dans ce langage? C'est d'aller finalement se dépouiller de tout ce qui est extérieur, euh, les rôles qu'on peut jouer, les masques qu'on peut porter, les injonctions ou les modes de vie majoritaires qu'on n'a pas forcément questionnés. En fait, tout ce qu'on peut faire aussi par automatisme, sans que ce soit forcément fait en conscience ou en lucidité, mais aussi les blessures. Et on va aller vraiment éclairer tout ça pour pouvoir se rapprocher de cette justesse intérieure, en fait. Et c'est une voie que je trouve, du coup, assez intéressante pour toutes les personnes qui interrogent, en fait, les modes de vie majoritaires ou qui ont envie de questionner comment on fait d'habitude pour pouvoir trouver d'autres alternatives. Mais c'est aussi, je trouve, vraiment pertinent pour toutes les personnes qui ont envie d'agir depuis qui elles sont et de ce qu'est leur vie vraiment. Parce qu'il y a vraiment une idée que je trouve importante, qui est de pouvoir avoir une action alignée, parce qu'elle va pouvoir s'inscrire dans le temps. Elle sera ajustée en fait, et elle pourra être soutenable justement parce qu'elle est ajustée et nous nourrir en même temps. Donc pour éviter voilà, de se perdre aussi, hein, dans les engagements. Et, et ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, c'est ce qu'on disait en tout début d'intervention, c'est que là, à cet endroit-là, justement, se rejoignent nos quêtes intérieures. Elles ne sont plus en vase clos, elles ne sont plus simplement individuelles, mais on voit bien que cette quête intérieure, elle est directement liée à une forme d'activisme du quotidien, une sorte voilà, de cap éthique qu'on va pouvoir dresser, une sorte d'appel en fait à l'engagement, mais dans un sens qui est beaucoup plus large que l'engagement au sens militant du terme. Donc ça peut faire partie, hein, les engagements associatifs militants. Mais ce que je trouve vraiment intéressant là, c'est qu'on va trouver, on va explorer différentes façons en fait de contribuer et de s'engager.
Et sur ce chemin, ce qui peut nous aider, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la logothérapie de Viktor Frankl. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la logothérapie? C'est que tout l'enjeu, en fait, c'est de répondre avec sagesse à ce à quoi le destin ou la vie est en train de nous confronter dans cette époque-là qu'on traverse, en s'appuyant sur nos valeurs et ce qui nous donne l'envie de nous mobiliser. C'est-à-dire là, avec ce que nous sommes en train collectivement et individuellement de traverser, qu'est-ce qui compte en fait? Qu'est-ce que je trouve important? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Et de pouvoir identifier ce que Frankl, lui, il appelait les buts de vie, des raisons de vivre, donner en fait aussi une direction, un cap à nos vies. Et ce qui peut nous aider pour clarifier tout ça, pour nous aider, il nous a donné des astuces quelque part. Il a catégorisé ça en différentes sources de sens. Et je trouve ça, je l'ai intégré parce que je trouve ça vraiment parlant. Donc il y a différentes sources de sens, différents groupes de valeurs en fait. Un groupe qui s'appelle Eros, donc c'est des valeurs, des sources de sens qui viennent de l'expérience, c'est-à-dire qu'on peut trouver du sens dans des choses que l'on vit, comme par exemple le fait de vivre la joie, la gratitude, le partage, l'émerveillement en se connectant à la nature. Et ça, ça fait partie, pour Viktor Frankl, donc des sources de sens. Il y a un autre groupe de valeurs qui s'appelle donc le pathos. Donc c'est effectivement là où on va trouver nos créations, nos engagements, le travail, nos œuvres. Donc une source de sens où on va extérioriser, participer directement au monde. Et le troisième groupe, qui est l'éthos, groupe de valeurs et de sources de sens, donc qui est lié plutôt à nos attitudes et à la transmission. Et ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'on se rend bien compte qu'il y a plein de manières de contribuer, qu'il y a plusieurs sources de sens, et que nos manières d'être, elles comptent autant finalement que ce que l'on crée et ce dans quoi on s'engage. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une résonance qui peut être trouvée pour tout un tas de personnes, tout un tas de profils à travers cette grille de lecture, en fait. Une question que j'aime bien poser, qui peut aussi aider à clarifier justement nos sources de sens et de valeur, euh, c'est en fait qu'est-ce qui me comble le plus? À quel endroit moi je me sens le plus moi-même et à ma place? Mais justement, pour faire le lien avec tout ce dont j'étais en train de parler, un autre élément qui peut être intéressant de clarifier, en tout cas qui, moi, dans mon parcours, a été déterminant, c'est d'aller creuser un petit peu aussi notre singularité. Donc, toujours dans cette démarche de connaissance de soi, d'aller vers cet être vraiment profond, d'aller explorer nos talents. Et pourquoi je parle de ça? Parce que, par exemple, moi, quand j'ai commencé, comme je vous disais, j'étais vraiment très concernée la course du monde. Je voulais m'engager, je voulais participer, mais j'avais pas forcément réfléchi à cette question plus précisément. Et pour moi, une façon de s'engager, il n'y en avait qu'une. C'était de m'impliquer dans des collectifs, c'était d'être militante, c'était de travailler en tant que voilà, chargée de mission dans le projet, dans des associations. Et puis, la vie a fait que, après une série de burn-out militant, mais aussi quand j'ai découvert mon profil autistique, que j'ai dû forcément en fait me questionner sur mais quelle est ma façon à moi en fait de contribuer et de m'engager. Et en fait, c'est ça qui est vraiment passionnant, c'est que dans ce moment qu'on est en train de vivre, toutes les énergies sont bonnes, toutes les contributions sont les bienvenues et il y a plein de façons en fait de contribuer. Et ce que ça introduit, cette question de talent et de singularité, c'est de se poser les questions. Mais en fait, quel est l'espace depuis lequel moi j'ai envie d'agir, depuis quel espace j'ai envie de m'engager, sur quoi est-ce que je peux m'appuyer, qu'est-ce qui vient facilement à moi, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me caractérise, quelles sont mes spécificités, pour pouvoir imaginer, parce qu'on est toujours dans cette démarche de venir ouvrir des possibles, imaginer d'autres façons d'agir, d'autres façons d'intervenir, qui sont peut-être effectivement plus ajustées et qui ne sont pas forcément là où on aurait attendu la question de la contribution ou de l'engagement. Et ce qui nous permet de faire le lien avec cette question de la contribution au monde, c'est de venir aussi éclairer ce qui pour soi est important.
dans cette question du sens et de la transition sociétale, on va dire. Qu'est-ce qui mérite d'être vécu? Qu'est-ce qui mérite d'être incarné? Tout à l'heure, j'ai parlé qu'il y avait une dimension prospective. Donc, ça peut être intéressant de la mobiliser à ce moment-là, de se demander, moi, à quoi ressemble mon monde idéal à moi? Parce qu'on peut avoir des amis militants, on peut être dans des réseaux engagés, mais on peut avoir des visions parfois un peu différentes aussi de cet idéal ou de ce cap vers lequel on a envie de tendre. Donc, ça peut être intéressant de le clarifier pour soi-même, mais aussi dans sa vie, au quotidien, à quoi ça ressemble pour moi en fait? Quel type de relation j'ai envie de vivre? Quel type de projets je trouve qui sont intéressants? Ça ressemble à quoi finalement? Et de pouvoir introduire cette notion d'impact. Quelle est ma sphère d'influence sur ces différents éléments que j'ai pu clarifier et que je trouve importants? Et là, on va faire de l'espace, en fait, le rêve reprend toute sa place. Il ne s'agit pas de le censurer trop tôt, euh, mais de pouvoir lui accorder en fait, sa valeur qui est de pouvoir nous inspirer et nous reconnecter à qu'est-ce qu'on trouve d'important, vers quoi en fait on a envie de tendre. Il ne s'agit pas ensuite de rester, bien sûr, dans ce niveau du rêve, mais de pouvoir ensuite très concrètement l'intégrer, en fait, dès à présent. Et ce qui peut nous aider à clarifier justement ces interrogations, c'est d'identifier les besoins du monde. Quelles sont les causes? Quelles sont les thématiques, les domaines qui, moi, me semblent essentiels? Qu'est-ce que je trouve qui manque, en fait, concrètement? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui me révolte? Ça peut aider d'aller du côté de ce dont je parlais tout à l'heure, de shadow work collectif, d'aller se questionner sur selon moi ou selon nous, dans notre collectif, quelles sont les racines à nos problèmes individuels, relationnels, sociétaux, planétaires? Qu'est-ce qui pose vraiment problème? Je sais que c'est une question, par exemple, dans ma propre exploration, qui a été centrale pour définir depuis quel espace moi je voulais intervenir, pardon. Qu'est-ce que je trouvais vraiment fondamental? À quoi j'ai envie de participer? Au service de quoi j'ai envie d'œuvrer, en fait? Et ça, c'est vraiment des questions très présente dans le travail en logothérapie, le travail de Viktor Frankl, par exemple. Et ce qu'on voit bien, et j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais je voulais réinsister ici, c'est que ça passe pas que par les projets, en fait, la question de contribution. Elle est aussi dans notre être, dans tout ce travail, dans tout ce cheminement intérieur qu'on peut faire, euh, où ça compte autant, en fait, que l'agir, de se dire, mais en fait, quel genre de personne j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner, quelle façon d'être au monde j'ai envie de privilégier, qu'est-ce que je trouve soutenable, durable, qu'est-ce qui participe dans ma manière de vivre à cette façon d'être au monde que j'ai envie de voir partager collectivement. Et là, je vous donne quelques exemples qui ont été mes réponses. Euh, je vous invite aussi à pouvoir creuser les vôtres, mais dans mon cas, je me suis dit que c'était aussi important de réfléchir bien sûr à mes projets, à mes contributions. Mon activité, c'est une façon de contribuer, mais aussi que pour moi, c'était important, par exemple, de faire de la place à la présence et donc d'avoir un peu le slow life, mais de pouvoir ralentir, d'avoir de l'espace dans mes journées de connexion intérieure. La notion aussi du soin, je me suis rendu compte qu'elle était très importante. Le soin à soi, à nos relations et le souci du monde, en fait, cette question du souci du monde. Là-dedans, il y a la notion d'empathie, de pouvoir être dans un chemin euh, de conscience et de responsabilité émotionnelle et relationnelle, par exemple. Ça fait partie aussi d'une manière d'être qui est une manière de contribuer, par exemple. Je vais cheminer en moi-même pour prendre soin de comment je me manifeste dans les liens, par exemple. L'émerveillement peut être une façon de contribuer, c'est-à-dire, d'ailleurs, Jean-Pierre Gou, qui est un scientifique et un auteur que j'aime beaucoup, il parle justement très bien de ça, que c'est, on prend soin de ce qui nous émerveille en fait. Et donc, dans cet émerveillement de la nature, il y a aussi quelque chose que je trouve essentiel, même si c'est pas un projet, même si c'est pas une action. Voilà, ce sont des exemples, mais il y a vraiment cette dimension de l'être autant que de l'agir. Et évidemment, tout ce dont je suis en train de parler n'a de sens que si
je rappelle que tout ne repose pas sur l'individu. C'est pas du tout le propos. On se rappelle bien que on parle de dynamiques qui sont systémiques, qui sont complexes, donc il n'y a pas de surresponsabilité. Mais par contre, ça vient nous interroger sur bah, voilà, quelle est notre marge de manœuvre, comment on a envie de se saisir de ça, et ce qui peut nous permettre de ne pas nous essouffler pour avoir bien connu les burn-out militants. J'aime beaucoup ce concept qu'a développé Olivier Hamon, qui est un scientifique dont malheureusement j'ai oublié la discipline, qui nous parle en fait du concept de robustesse pour dépasser la logique de la performance, qui est aussi un des éléments qui a pu nous mener dans le mur, et de penser aussi nos contributions et nos engagements à la lumière de cette idée, qui est qu'il vaut mieux que ce soit robuste et donc tenable, durable, plutôt que ça puisse, que ce soit fort, performant, mais que ça puisse se briser aussi rapidement. Et donc, il y a vraiment cette dimension de l'écologie de nos engagements, de nos contributions. Et c'est pour ça qu'on va vraiment aller chercher l'ajustement. C'est quoi une manière qui me ressemble à moi de contribuer? Et c'est ça, justement, qui sera durable. Donc, il ne s'agit pas de tout porter, mais voilà, de choisir dans quoi on s'implique et auprès de qui on s'implique. Et pour traverser tout ce processus, il y a une autre notion que je trouve qui est très aidante pour aller un petit peu au bout de cette intervention. Une autre notion de l'approche existentielle, pour le coup, qui est celle du courage existentiel. Et ce concept, il vient nous rappeler qu'on peut agir, en fait, nous aider à agir malgré l'incertitude, malgré la peur, euh, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas tout maîtriser, on ne verra peut-être pas l'aboutissement de ce cap vers lequel on a envie de tendre, mais ça nous permet de pouvoir nous concentrer sur ce cap, nous dire, voilà, j'ai clarifié ce monde vers lequel j'ai envie de tendre, je fais ce que je peux, ou nous faisons ce que nous pouvons dans l'ici et maintenant, et de lâcher prise sur cet aboutissement. C'est l'idée, en fait, d'un cap. On se base sur l'idéal, on agit avec qui on est dans l'ici et maintenant. Et donc de pouvoir tenir deux vérités en même temps, qui est très propre à l'approche existentielle. À la fois, je suis lucide, on est lucide sur les limites, les défis auxquels on est en train de faire face, les pertes auxquelles on est en train de faire face, et en même temps, on fait de la place et on s'ouvre au possible, on célèbre aussi le positif de ce qui est en train d'émerger. Et à travers tout ce processus dont on vient de parler, on peut du coup faire vivre dès maintenant ce monde auquel on a envie de participer et ce en quoi on croit. Et du coup, pour conclure là-dessus, ce que je trouve vraiment, ce qui a été ma conclusion moi personnelle de tout ce cheminement, c'est vraiment l'idée que l'avenir se construit vraiment dans le présent, qui sera le fruit de nos choix, mais aussi de nos qualités d'être, de nos actions, de nos projets individuels et collectifs, et que ce qui peut nous aider, c'est aussi d'avoir cet horizon partagé qui est réjouissant, donc qui nous permet d'avoir envie de nous projeter là-dedans, qui soit souhaitable, durable, et que du coup, on peut faire germer progressivement à travers nos projets, à travers nos manières d'être. Voilà. Et récemment, la disparition de Jane Goodall, je suis tombée sur cette phrase. Apparemment, elle utilisait cette phrase au début de ses interventions. Et je trouve que ça parle vraiment bien de ce dont on a discuté. C'est vraiment que de toute façon, on fait une différence. De toute façon, il y a un impact, mais nous pouvons choisir en fait la nature de cet impact et la différence qu'on a envie de faire. Voilà pour moi. Je vais m'arrêter là.